J'ai 7 ans. Pas toutes mes dents. Nous sommes en 2006. Je viens de recevoir mon premier téléphone portable. Oh, joie! Oh, allégresse! On n'arrête pas le progrès. Fière de mon nouvel engin et prise d'un enthousiasme sans borne, j'explore les facettes de ce bijou de technologie. Tout me paraît nouveau et révolutionnaire. Avec ce bel outil, je peux rentrer seule de l'école. S'il m'arrive le moindre problème, mes parents savent que je peux les appeler. Nous voilà rassurés, liés, connectés. J'ai 14 ans, presque toutes mes dents. Nous sommes en 2013. Le monde a bien changé et c'est tout un ordinateur que je tiens dans ma poche. Une infinité de conversations, de photos et d'applications, une corne d'abondance qui contrecarre solitude et ennui. Loin de mon petit portable à clapet, j'ai suivi la révolution. Je suis maintenant sur Instagram, Facebook, Twitter. Ma pellicule regorge de selfies et de photos de gens, d'endroits, de choses. Et dans cette abondance qui paraît infinie, je me sens inexorablement seule. Ah, Facebook, lieu d'échange, où depuis l'âge de mes 10 ans, je reçois des messages de cinquantenaires à la recherche de menus fretins, et où l'année de mes 14 ans, je me fais copieusement moquer et insulter par mes camarades. Des photos de moi, dénudées, ont été postées sur les conversations Facebook du collège. Oh, joie! Oh, allégresse! Nous sommes tous connectés, nous regardons tous ensemble dans la même direction. En l'occurrence, mes fesses. Grâce au numérique, nous sommes tous en contact. Mais sommes-nous pour autant connectés? Ces personnes qui relayaient mon désespoir et qui s'en délectaient, étaient-elles connectées à ma réalité? Quoi que l'on pense du contrat social, sur le web, l'homme est un internaute pour l'homme. Il est aisé de déshumaniser quand tout ce que l'on perçoit est un médium pixelisé. Bien entendu, Internet n'est pas sans vertu. Un avatar en numérique avec lequel on communique sans révéler notre propre identité physique permet de surmonter bien des obstacles. Disgracieux, peu charismatique, isolé socialement, Internet vous permet d'écrire au monde. Fille des distances, de l'entre-gens, de l'apparence et de tous ces fardeaux qui font que, dans la vraie vie, personne ne vous écoute. Voilà une occasion de vous exprimer, que quelqu'un reçoive votre bouteille jetée à la mer. Mais quelle mer! La placidité cruelle de l'onde lorsque personne ne daigne lâcher un like. Le courroux des flots, des lames incendiaires qui viennent s'écraser contre un tweet un peu trop clivant. Le tumulte des flots qui relaient sans cesse des mots, des phrases, des photos qui nous étouffent et qui nous noient sous une foule de choses hors de notre contrôle. Nos outils numériques font naître autant d'interconnexions que possible entre des personnes qui ne se seraient jamais adressé la parole, mais sans un effort sincère de conscientisation, l'autre, sur Internet, est radicalement autre. Il n'a pas d'émotion, il est un texte, une image, un nom. Comment revendiquer une éthique ou un vivre ensemble lorsque rien n'est réellement vivant? Produit dérivé de l'abondance de contenu et de la nécessité de se distinguer, le règne des images a vite repris ses droits. L'apparence d'abord dissimulée par les avatars est maintenant ce qui importe. Il faut se mettre en scène, avant tout il s'agit de se faire remarquer. Le sensationnel, le choquant font loi. J'ai vu, enfant, comme d'autres après moi, un nombre incalculable de vidéos de personnes qui décèdent en direct. Une masse ignoble de divertissements aux tendances inquiétantes. Une foule de théories du complot qui se fondent sur presque rien, mais nous interpellent presque tous. Et cette abondance de liens en tout genre et d'extrapolation nous déconnecte les uns des autres, comme de la réalité. Et petit à petit, dans leur chambre d'écho, les internautes s'enferment. Ils s'évertuent à consommer ou à attaquer le reste des avatars, ces autres, ces choses, ces ignares. Certains s'aventurent même à créer du faux contenu pour représenter à leur place les membres d'une communauté de façon ridicule. Cercle vicieux et clou de ce spectacle, quel scrupule aurait-on à attaquer une devanture lorsqu'on croit que personne ne se tient derrière? Pourquoi s'inquiéterait-on des pleurs de beaux gosses du 92? Ainsi, le piège se referme. À mesure qu'on se représente, pour mieux se protéger, pour mieux se faire entendre, on s'expose à la hargne de ceux qui exècrent toutes nos facéties. Mais lorsque 80% de la population française est active sur les réseaux, quand certains passent plus de la moitié de la journée les yeux rivés sur l'écran,
le virtuel s'incarne et heurte au-delà de l'image. Nous avons le pouvoir de faire en sorte que l'anonymat ne se résume pas à l'inconséquence, mais qu'au contraire, il représente la réinvention de soi-même. Pour que cette communauté numérique soit effectivement commune, il nous faut une éthique, un code de conduite. Lorsque le numérique nous offre une liberté absolue, c'est à nous d'adopter une éthique plus que résolue, afin que, grâce au virtuel, on fasse avancer le réel.